C'est David, je suis concepteur de ce jeu qui s'appelle Solutré et c'est un serious game qui va vous mettre dans la peau d'aménageurs du territoire qui essaie de gérer durablement un grand site de France, les Roches de Solutré, Pouilly-Vergisson, et votre but va être de renouveler le label Grand Site de France. Pour renouveler ce label, nous avons des indicateurs qui sont les indicateurs de qualité de vie, d'environnement et d'attractivité. Et le but, ça va être de collectivement faire en sorte d'arriver à minimum 8 dans chaque indicateur afin de montrer en 6 ans et donc en 5 tours de jeu qu'on a réussi à bien gérer le territoire. Au-delà de ça, chaque acteur est un acteur particulier. Nous avons les habitants, nous avons les professionnels du tourisme, le viticulteur, le naturaliste et l'élu. Chaque joueur a donc du coup un rôle particulier qui va lui donner des objectifs particuliers. L'habitant, par exemple, aura tendance à vouloir que certains services soient présents sur le territoire. Le naturaliste va vouloir particulièrement favoriser la biodiversité, par exemple. Là où le professionnel de tourisme voudra faire de l'argent et augmenter la capacité d'accueil touristique du territoire. Autrement dit, chaque joueur aura au début du jeu un objectif secret lié à son rôle. Chaque rôle a 3 objectifs secrets et il devra réussir à faire cet objectif secret tout en faisant en sorte que collectivement, tous les joueurs réussissent à avoir le label Grand Site de France et donc à augmenter les indicateurs à 8 minimum. Le jeu se joue en tours. Chaque tour est divisé en plusieurs phases. Ces phases sont au nombre de 3 et elles sont indiquées ici, sur une aide de jeu. La première phase est une phase assez simple. C'est une phase d'événement. On pioche un événement. Au premier tour, c'est forcément l'événement premier tour, mais pour les 4 tours d'après, ces événements sont totalement aléatoires. Ces événements sont toujours définis de cette manière-là. Vous avez un élément qui se passe, un événement positif ou un événement négatif, c'est du hasard. Ce qui est en dessous, c'est le nombre de touristes qui arrivent, qui sont attirés par le territoire et qui veulent profiter de ce paysage extraordinaire. Le nombre de touristes varie d'un tour sur l'autre, qui représente la conjoncture. Néanmoins, au-delà de ça, il y a aussi la structure, c'est-à-dire à quel point le territoire est attractif. Selon là où se situe votre piste d'attractivité, vous avez plus ou moins de touristes qui arrivent. Par exemple, si nous sommes ici et que nous aurions cet événement-là, il y aurait 3 touristes plus 1, 4 touristes arriveraient dans la zone des touristes. Ceci est la phase d'événement. Phase 2, phase d'action. C'est la phase la plus importante puisque c'est la phase où les joueurs vont agir et vont modifier le territoire et vont avoir des véritables actions, des véritables choix pour essayer de réaliser leurs objectifs personnels, mais également essayer d'augmenter jusqu'à 8 les différents indicateurs. Quelles sont les actions possibles et comment ça marche? Déjà, à chaque tour, vous faites qu'une seule action. Autrement dit, ça fait une action, une action, une action, une action, une action. On tourne comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre et à un moment donné, lorsque tout le monde n'aura plus d'action, on terminera. Ces actions, elles se font grâce à des cubes d'action. À la fin de chaque tour, les joueurs récupèrent 5 cubes d'action, qu'on a du coup au début de la partie également. Ces 5 cubes d'action représentent la capacité d'agir de chaque joueur. Bien entendu, selon votre type de personnage, vous n'avez pas exactement la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, l'élu, c'est plutôt sa capacité d'action politique. L'habitant, c'est son capacité de faire du bénévolat. Alors que le viticulteur ou le professionnel du tourisme, c'est plutôt clairement son budget qui lui permet de faire fonctionner son entreprise et sa force de travail. Première action que vous pouvez faire, c'est défricher les roches. Pourquoi? Il s'avère que vous êtes sur le Grand Site de France Solutré et ce Grand Site de France est lié à la Roche de Solutré. Roche de Solutré qui est remarquable mais qui a tendance à connaître un réembuissonnement régulier, ce qui fait que cela dégrade la qualité paysagère. Il faut donc régulièrement défricher les roches et pour cela, c'est assez simple. On prend un cube d'action, on le met à l'endroit où il y a un buisson, une friche et on l'enlève. Ceci n'apporte aucun bonus, mais il est vital de le faire puisque vu que c'est la raison d'être du Grand Site de France, si vous ne le faites pas, vous allez être puni en fin de tour. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est quelque chose de plus personnel, on va dire. Utilisez vos hexagones. Chaque joueur a une pile d'hexagones qui est une pile d'hexagones personnelle et qui représente ses
différents aménagements qu'il peut faire. Par exemple, le viticulteur a tendance à faire de la vigne ou des caves à vin, là où l'élu a tendance à peut-être réaménager une salle des fêtes et le professionnel du tourisme à construire des hôtels ou des gîtes. Vous allez avoir tout le temps devant vous une pile et 5 hexagones à côté. Ce qui fait que si vous avez moins de 5 hexagones, vous repiochez, autrement dit, dès que vous en jouez un, vous repiochez les hexagones. Vous pouvez donc, pour une action, les placer sur le plateau ou tout du moins en jouer un. Comment ça marche? Chaque hexagone est toujours divisé de deux manières, avec au-dessus le coût en cube d'action, en dessous l'effet. Là, par exemple, on pourrait construire un EHPAD, l'EHPAD coûtant 2 cubes, ça demanderait de défausser 2 cubes afin de pouvoir mettre l'EHPAD sur le territoire. Les hexagones sont divisés entre ceux qui vont sur le territoire et ceux qui ne vont pas sur le territoire. Ceux qui ne vont pas sur le territoire sont les hexagones cerclés. S'il y a un cercle, ça veut dire que c'est un hexagone qui ne va pas sur le territoire. L'attribution de subventions, par exemple, ne prend pas de place sur le sol. C'est un pouvoir, si vous préférez, qui va être ensuite mis sur le plateau personnel du joueur correspondant. Là où l'EHPAD est une construction physique qui va aller sur le plateau. Ce plateau est divisé en deux parties. Une partie qui représente la zone rurale et une partie qui en fait sont les zooms des différents villages que compose le territoire. Lorsque vous placez un hexagone, normalement vous le placez sur un territoire qui est de la couleur correspondante à votre hexagone. Autrement dit, par exemple dans les villages, vous avez des espaces qui sont déjà à l'habitant et si l'habitant décide de construire un hexagone, il a tendance à le construire là où il est. À noter qu'il peut demander à un autre joueur si par exemple l'élu a envie qu'un EHPAD se construise sur son hexagone. Si l'élu accepte, le joueur orange a le droit de se placer à cet endroit-là. Lorsque vous placez un hexagone sur le plateau, vous le retournez, puisque de l'autre côté, il n'y a pas le coût, et le coût, vous l'avez déjà payé au préalable, il n'y a pas besoin d'avoir cette information supplémentaire. La troisième possibilité d'action est activer un hexagone. Autrement dit, c'est faire travailler un hexagone que vous auriez au préalablement mis ou qui est mis directement sur le plateau, utiliser votre force de travail pour qu'il produise. Par exemple, si je prends l'exemple de la vigne qui est là, je peux prendre un cube d'action, le mettre dessus, et là pour la vigne, c'est produire une bouteille de vin qui arrive du coup dans la cave à vin. J'expliquerai les ressources plus tard. À noter que lorsqu'il y a déjà un cube d'action sur un hexagone, vous ne pouvez pas le réactiver. Vous n'avez pas le droit de surproduire, etc. La vigne ne va pas produire plus de raisin que ce qu'elle peut. Quatrième action possible, il s'agit de voter pour un grand projet. Pourquoi? Puisque certains projets d'aménagement sont trop lourds pour être menés par un seul acteur. Ce sont des projets qui vont donner des grandes inflexions à la partie et qui sont souvent très forts. Ces grands projets nécessitent du coup un consensus entre les joueurs. Et c'est pour cela que pour une action, vous pouvez prendre un de vos cubes et dire « je suis pour ce projet-là ». Vous mettez votre cube devant le projet qui vous plaît et à la fin du tour, s'il y a un consensus sur un projet, celui-là sera construit. Dernière possibilité, vous avez des hexagones. Vous avez compris que les hexagones sont des éléments fondamentaux du jeu. Vous avez le droit pour une action de les défausser et d'en repiocher 5 afin de renouveler votre choix si vous n'aimez pas la main que vous avez. À un moment donné, vous n'allez plus avoir de cubes ou pas assez pour faire ce que vous voulez. C'est pour ça que vous allez devoir passer. Quand vous passez, vous ne jouez plus, les autres joueurs jouent jusqu'à ce que tout le monde passe. Étant donné que tout le monde a 5 cubes à peu près, ça arrive à peu près au même moment. Et une fois que tout le monde a passé, on passe à la phase d'après, la phase de fin de tour. La phase de fin de tour, elle est divisée en quelques sous-phases, mais c'est une phase plutôt administrative pour préparer le tour d'après. La première chose qui se passe, c'est on regarde les touristes qui sont là. Vous savez, les touristes qui sont venus au tout début du tour. Ces touristes, ils veulent aller du coup dans des accueils de touristes. Le joueur jaune, le joueur qui gère les touristes, les prend et les répartit sur différents accueils de touristes qui ont une capacité d'accueil qui varie. Par exemple, une chambre d'hôte a une capacité d'accueil de 1 et donne 1 sou au joueur jaune. Globalement, accueillir les touristes permet au joueur jaune de gagner de l'argent, qui est un de ses objectifs personnels. Il est possible qu'il reste des touristes, alors que tous les accueils de touristes ont été remplis. Dans ce cas-là, il y a trop de touristes.
Il y a trop de touristes et ces touristes ont tendance à dégrader le territoire parce qu'ils vont piétiner sur un chemin qui n'a pas été prévu, parce qu'il n'y a pas de parking, donc ils se garent n'importe où et les habitants ne peuvent pas profiter de leur voiture, de leur rue, etc. Ou alors, ils peuvent même se rendre compte qu'il n'y a pas assez de restaurants pour eux et faire du mauvais bouche à oreille. Autrement dit, chaque touriste supplémentaire par rapport à la capacité d'accueil vous fait une dégradation de 1 dans un des 3 indicateurs pour représenter le fait que les touristes n'ont pas été assez bien accueillis. Juste après ça, on regarde les buissons. Est-ce que la roche a été défrichée ou pas? Si elle a été défrichée, c'est bien, vous avez fait votre travail. Par contre, s'il reste des buissons, ça veut dire que vous n'avez pas fait votre travail, que la qualité paysagère en a pris un coup, et donc par conséquent, vous subissez aussi un malus de 1 dans la piste d'indicateur de votre choix. Une fois que vous avez fait ça, vous regardez les grands projets. On regarde s'il y a un minimum 3 joueurs différents qui ont voté pour le grand projet. Autrement dit, vu qu'on est 5, est-ce que la majorité des joueurs sont d'accord pour un grand projet? S'il n'y en a aucun, on passe la phase. S'il y en a un, ce grand projet est construit. La seule exception, c'est s'il y a 2 grands projets où c'est le cas. Dans ce cas-là, c'est celui qui a le plus de cubes qui est construit. Et s'il y a encore égalité, c'est l'élu qui tranche. Au moment où le grand projet est construit, on le prend, on le place en suivant les mêmes règles. À noter que les grands projets, comme leur nom l'indique, ils sont grands. Donc ils ont tendance à prendre beaucoup de place. Si les discussions se terminent en des palabres interminables, encore une fois, c'est l'élu qui tranche et qui décide où se situe le grand projet. Une fois qu'on a fait ça, on regarde si c'est le dernier tour. Si ce n'est pas le dernier tour, on redonne des cubes à tous les joueurs, on enlève tout ce qu'il y a sur les différents hexagones, on remet 3 buissons sur les différentes roches, on met 3 nouveaux grands projets, sachant que si nous sommes à l'avant-dernier tour, c'est-à-dire que pour le dernier tour, on sera obligé de mettre les 3 grands projets de fin de tour. Et on est reparti pour un tour. À la fin du 5e tour, on a fini la partie et à ce moment-là, on regarde qui est-ce qui a gagné ou comment on a gagné ou pas. Première chose qu'on regarde, c'est très simple, est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce que le grand site de France est renouvelé ou non? Ensuite, on regarde chacun notre carte objectif secret et on regarde si on a réussi personnellement à remplir les différentes conditions de notre objectif secret. Si on a réussi à atteindre les 2, nous avons gagné. Si vous avez atteint que les différents indicateurs, c'est-à-dire qu'il y a une victoire collective, mais potentiellement la victoire individuelle n'a pas été validée. Première spécificité, je vais revenir sur les hexagones. Les hexagones ont 3 types. Premier type d'hexagone sont les hexagones avec une flèche qui arrive comme ça, qui sont des hexagones one-shot ou tout du moins effet immédiat. Par exemple, une salle des fêtes, si vous la construisez immédiatement, vous allez gagner 1 en qualité de vie et vous allez gagner 1 espace de loisir. Autrement dit, dès que vous le faites, vous appliquez les 2 effets. Et quand on retourne, une fois qu'elle est placée, vous voyez qu'il n'y a rien de présent, ça veut dire que son effet a déjà été fait. C'était un effet immédiat. Deuxième type d'hexagone, ce sont les hexagones permanents. Les hexagones permanents ont cette petite flèche qui se mord la queue. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que cet hexagone est là, vous avez un nouveau pouvoir passif qui continue toujours de s'appliquer. Autrement dit, ça vous permet de créer une stratégie long terme. Enfin, troisième type d'effet, mais celui-là vous le connaissez, c'est l'effet activation, avec la petite flèche de ce type-là. Pourquoi vous le connaissez? Parce qu'une des actions, c'est d'activer un hexagone qui est activable. Sur ce plateau ressources, il y a ce qu'on appelle les jauges. Les jauges représentent les différents services du territoire. Cela va beaucoup concerner le joueur orange. À partir du moment où on construit un hexagone, il y a tendance à avoir une augmentation des différentes jauges. Ces différentes jauges représentent du coup s'il y a beaucoup d'espaces de démocratie, de restaurants, de bars, etc., etc. Et selon la carte spécifique du joueur orange, il sera plus ou moins intéressé par telle ou telle jauge. À noter que certains hexagones ont aussi des synergies avec le niveau des jauges. À côté de ça, vous voyez qu'au-dessus, vous avez la biodiversité, elle est en verte et c'est pour le joueur vert.
La biodiversité, elle s'augmente si vous faites des hexagones correspondants, etc. Et à chaque fois que vous avez une augmentation de biodiversité, vous augmentez sur la piste. Cela a tendance à favoriser le joueur vert puisqu'il a souvent un objectif secret où il y a un respect de la biodiversité minimum. De plus, si vous arrivez à 7, vous gagnez 1 en environnement, ou à 15, 2 en environnement. Autrement dit, le fait de préserver la biodiversité permet d'améliorer la qualité environnementale du site. Troisième espace, l'espace où on stocke les touristes. Ça, vous le connaissez, puisque dans la phase de jeu et dans l'explication, nous avons vu que les touristes arrivaient en phase d'événement, et en phase de fin de tour, ils sont répartis sur les différents accueils de touristes. Enfin, la cave à vin. La cave à vin est plus spécifique aux joueurs violets, mais pas que, car l'activité viticole est une activité centrale de Solutré. Lorsque vous produisez du vin conventionnel, c'est une petite bouteille violette. Quand vous produisez du vin bio, c'est une petite bouteille verte, et vous la mettez dans la cave à vin. Ce vin peut être vendu, sachant que le vigneron a tendance à vouloir faire de l'argent. Quand vous vendez du vin, vous utilisez un hexagone de vente. Par exemple, ici, nous avons un hexagone de vente qui permet de vendre du vin conventionnel à 1 sou. Donc, je défausse un vin conventionnel et je gagne 1 sou. À noter que ce prix est toujours pondéré par les différents indicateurs. Autrement dit, si le territoire est très attractif, la réputation du vin et du territoire permet d'augmenter le prix. Et donc, si on est ici, par exemple, le vin conventionnel coûte 1 de plus si vous avez un indicateur qui est à 6. De la même manière, si la qualité environnementale du grand site est très très bonne, le vin bio connaît une bonification. Ce qui fait que, par exemple, si vous vendez du vin bio dans cette configuration, vous gagnez X, qui est l'hexagone en lui-même, plus 2, plus 1, donc 2 de la qualité de l'environnement, et 1 lié à la qualité de l'attractivité, ce qui fait que ça permet d'augmenter très rapidement votre richesse et permet aux vignerons en réalité de gagner. À noter que cela peut aussi arriver lorsque vous vendez des bouteilles alors que vous n'êtes pas vigneron. Le joueur bleu, le joueur orange ou même le joueur jaune, de temps en temps, utilise du vin pour ses actions. Dans ce cas-là, il ne faut pas que le viticulteur ait l'impression qu'on lui vole. Pourquoi ? Parce que certes, on enlève depuis la cave à vin, mais le viticulteur gagne quand même les bonus d'attractivité et d'environnement de ses ventes autres. Cela représente le fait que la synergie économique entre les acteurs permet aux vignerons de gagner des subsides alors que son vin fait profiter aussi les différents acteurs. C'est-à-dire que par exemple, le professionnel du touriste peut utiliser le vin comme support d'une communication marketing, etc., etc. Dernière chose, sur le plateau, vous pouvez remarquer qu'il y a un petit liseré rouge ici. C'est pour représenter le fait qu'autour des roches, il y a le cœur du site, là où la qualité paysagère est la plus importante, et ce qui fait que si vous commencez à aménager dans ce territoire, donc à l'intérieur du cœur, vous prenez des risques, parce que vous êtes en train de dégrader la qualité paysagère, et il y a de fortes chances que des événements vous punissent si vous commencez à construire un hôtel en plein milieu de cette magnifique roche de Solutré. C'est pour cela que vous avez du coup des événements qui vous punissent, et dans la règle, il y a les différents hexagones listés qui peuvent potentiellement générer une pénalité. J'ai terminé l'explication des règles. Vous pouvez néanmoins, et je vous conseille fortement de les lire car tout n'a pas été dit, et j'espère en tout cas que vous allez vous amuser en jouant à Solutré.